On va parler à la fois, dans un premier temps, de la démographie médicale et dans un second temps de la réforme de la tarification à l'hôpital, un sujet plus technique. Et on va commencer par interroger Claudine Boissorieux, qui est avec nous, mais de Clamecy, dans la Nièvre, qui est une commune de 4000 habitants. Alors, est-ce qu'on peut parler à Madame Boissorieux ? Oui, bonjour madame. Donc vous êtes donc élue d'une maire d'une petite ville de 4000 habitants dans la Nièvre. Vous avez un service d'urgence qui devait fermer la nuit, mais vous vous êtes beaucoup mobilisée, il y a eu beaucoup de monde dans vos rues, et finalement la situation vient, je crois, tout juste d'évoluer, n'est-ce pas ? D'évoluer, je ne sais pas. Il y a eu une conférence dont on m'a informé de l'ARS ce matin à Dijon. Je n'étais pas présente, donc je ne sais pas exactement les termes qui ont été employés. Je pense que monsieur le directeur de l'ARS a évoqué effectivement le fait que les urgences de nuit à Clamecy et à Tonnerre ne seraient pas fermées, mais nous devons avoir une réunion de travail avec lui le 12 avril, plus les professionnels de santé, les élus et les sapeurs-pompiers volontaires. Et j'attends d'avoir une confirmation exacte parce que depuis le début que nous nous inquiétons qu'il y a eu des seuils de passage fixés sur les services d'urgence, on nous a garanti que les urgences ne seraient pas fermées, mais il s'agit du SMUR, c'est-à-dire le service mobile d'urgence. Mais si le SMUR sort et que nous n'avons qu'un urgentiste de garde la nuit, il n'y aura plus de médecins urgentistes pour accueillir dans les locaux de l'hôpital. Et surtout, nous avons une unité de soins continus, 3 lits de soins continus liés aux urgences et qui nécessitent donc un médecin urgentiste attentif et présent 24 heures sur 24 pour ces trois malades particuliers qui ne relèvent pas vraiment de la médecine. Madame Boissorieux, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu quelle était la mobilisation qui a eu lieu dans la Nièvre et quelle est la grosse inquiétude finalement qui vous tenaille ? Alors, il y a la mobilisation. Alors, nous, on est sur un groupement hospitalier de territoire rattaché à Lyon. Hein. Donc, notre groupement hospitalier, c'est Auxerre, Avallon, Clamecy et Tonnerre. Mais le reste de la Nièvre est aussi concerné. Et nous avons eu d'ailleurs les états généraux de la santé où Madame la ministre était présente et où le département, la ville de Nevers, la ville de Caunes où la maternité est fermée, enfin bien, voilà, plusieurs villes dans la Nièvre, si bien que dans la Nièvre, il ne resterait plus, si on s'en tient à ce qu'on a dit, il ne resterait plus que le service de Nevers. Nevers, c'est à 70 km de chez nous. Et Auxerre, qui est notre site pilote, est à 40 km, mais avec la 151 qui est à 80 à l'heure. Et il nous faut 1 heure pour rejoindre Auxerre. D'accord. Alors, la grosse inquiétude, c'est de... Nous sommes dans un territoire qui remplit les critères géographiques, des critères de désert géographique, en fait, pas tout à fait, d'isolement géographique. Excusez-moi, j'emploie pas le bon terme. Il y a eu un arrêté ministériel du 13 mars 2017 considérant que ici nous remplissons les critères d'isolement géographique. Donc ça veut bien dire qu'on est éloigné de tout autre centre hospitalier et service de soins important. Mais alors finalement quel est le problème principal ? Est-ce que c'est un problème de moyens, comme on en a entendu parler pendant tout le plateau précédent ? Ou est-ce que c'est un problème de répartition de médecins, de démographie médicale ? Qu'est-ce qui cloche ? Je pense qu'il y a un gros problème de démographie médicale. Il n'est pas d'aujourd'hui, il n'est pas d'hier, ça remonte à quelques années. Et donc, mais d'un seul coup, brutalement, c'est pas en fermant des services qu'on va résoudre le problème de démographie médicale. Nous, ce qu'on nous a dit, et ce qui est vrai, c'est qu'il manque 200 médecins urgentistes sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, il est vrai que, par exemple, à l'hôpital de Clamecy, on a 2 médecins urgentistes titulaires en poste médecin hospitalier.
Alors, on ajoute à ces médecins des médecins remplaçants. Et je fais bien la différence parce qu'il y a les médecins remplaçants et les médecins intérimaires, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que les médecins remplaçants... question, je crois, du niveau de sécurité de ce service d'urgence. Le docteur Braun, qui est président du SAMU Urgence de France, en partant, a dit qu'il considérait qu'un service d'urgence isolé d'un hôpital n'avait pas de sens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il est dans un hôpital. Il est dans un hôpital. Et nous travaillons en télémédecine avec Dijon. D'ailleurs, on a eu un cas qu'on a traité récemment. On a un laboratoire décentralisé qui nous donne des résultats très rapides. Et je considère que les services que nous avons à notre disposition nous permettent de faire les premiers traitements, les premiers soins, d'aviser du cas du malade qui se présente et de pouvoir immédiatement le diriger sur l'hôpital qui convient quand c'est nécessaire. Et en ce qui concerne... Donc moi, je considère qu'un accident, un malade, un début d'AVC comme il y en a eu il y a quelques jours, eh bien, ils sont en sécurité en se rendant aux urgences de Clamecy, jour ou nuit. Et là, on peut diagnostiquer et se rendre compte de l'état du malade et de le diriger ensuite. Et juste pour finir sur l'état des lieux de votre territoire, je crois qu'il manque de médecins dans votre hôpital, mais aussi en ville, de médecins libéraux. Ah, oui. Mais bien sûr. Voilà, notre critère d'isolement, c'est bien ça. C'est-à-dire que la nuit, on n'a plus de médecins. Donc, effectivement, la population compte sur son service d'urgence et sur les médecins qu'on rencontre à l'hôpital ou au service d'urgence. Et j'ajouterai, parce que c'est quand même très important, c'est que en plus du service lui-même auquel moi je fais entièrement confiance, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, nous avons aussi le transport des malades. Et la plupart du temps, le transport des malades, il est assuré par les sapeurs-pompiers volontaires. Donc, qui dit volontaire, ça veut dire qu'en dehors de leur rôle de sapeurs-pompiers, ils ont aussi des obligations professionnelles. Et si on éloigne, parce que c'est ça, si ce service d'urgence n'est plus à Clamecy, on éloigne les lieux et les transports, et les sapeurs-pompiers se joignent à nous, se joignent aux élus et aux professionnels de santé, aux infirmiers et aux médecins, pour dire nous ne pourrons pas assurer les transports qui vont nous prendre 2 heures de route et 2 heures de retour, et on ne pourra pas travailler dans ces conditions-là. Écoutez, merci beaucoup Claudine Boisorieux de nous exposer cette situation. On va peut-être demander à nos 2 autres invités de réagir. Commençons alors avec Pierre-André Juven. Vous êtes docteur en sociologie, vous travaillez sur l'hôpital et son financement. Peut-être qu'on peut commencer par vous demander, est-ce que ce type de situation est fréquent ou est-ce que vous l'avez déjà rencontré et est-ce qu'il est appelé à se développer, c'est-à-dire un territoire où il manque de médecins, à la fois en ville et à l'hôpital. Et du coup, pour des raisons de sécurité notamment, les autorités de tutelle estiment qu'il vaut mieux fermer les services des urgences, par exemple, ou une maternité. Bonsoir. Oui, effectivement, c'est des situations qui sont assez fréquentes, qui relèvent, et ça a été dit sur le plateau précédent, pas seulement d'enjeux financiers, mais aussi d'enjeux organisationnels. Et je pense qu'on pourra revenir sur ces 2 points parce qu'ils sont essentiels et on a tendance un petit peu en général à les opposer ou alors à utiliser l'un, la question de l'organisation, pour éviter de parler de l'autre, l'enjeu financier. Mais oui, c'est des cas qui sont assez fréquents. Ce qui est intéressant dans les images que vous avez montrées, c'est qu'il y a des mobilisations d'habitants, de citoyennes, de citoyens pour défendre une idée, en tout cas c'est celle qui est présentée ainsi, qui est celle aussi de la proximité. Et donc il y a une tension qui se joue entre qualité des soins et accès de proximité, et qui est au cœur de ce genre de mobilisation. Monique Iborra, bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de Haute-Garonne et vice-présidente de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Déjà, en tant qu'élue, est-ce que vous êtes souvent interpellée par les citoyens sur les questions de l'accès aux soins, et en particulier dans ces territoires ruraux ? Oui, bien sûr. C'est un problème, certes, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est un problème très prégnant
qui nous occupe à l'Assemblée depuis un certain nombre d'années. Et je dois dire que jusqu'alors, traiter les problèmes des déserts médicaux n'a pas été d'une évidence extraordinaire, il faut bien le dire. Le sujet est difficile et compliqué et on comprend bien avec l'exemple, qui est un exemple. C'est une zone isolée. Alors il y a des zones où il y a en effet des déserts médicaux, il y en a à peu près maintenant, à peu près partout, il faut bien le dire, même en ville. Moi je suis à Toulouse et il y a des secteurs à Toulouse où aujourd'hui on peut constater en effet qu'il n'y a pas de médecins qui veulent s'installer, où il y a des médecins qui partent, qui ne sont pas remplacés. On a un vrai souci, un vrai problème. Sur ces situations telles qu'elle est décrite, moi je comprends l'élu et elle a raison de se battre. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut qu'on ait, on ait en perspective la sécurité, c'est évident. Fermer un service d'urgence, c'est pas forcément travailler pour la sécurité. Mais en même temps, on doit s'assurer que s'il y a un service d'urgence, ce service d'urgence peut répondre réellement aux urgences qui se présentent. Vous savez, moi, j'ai bien connu le problème des maternités, de fermeture des petites maternités. Ça avait posé problème à tout le monde, et en particulier aux villes, aux communes où se trouvaient ces petites maternités. Mais on s'apercevait quand même que sur le plan de la sécurité, eh bien, il valait mieux accoucher dans une maternité pas trop grande, mais en tout cas moyenne, bien équipée, que dans une maternité où il n'y avait pas de personnel, le personnel n'était pas formé et où on faisait très peu d'accouchements. Donc il y a cet équilibre à trouver et en même temps on sait très bien que pour des situations telles que celle-là, eh bien il faut trouver des solutions qui ne sont pas des solutions qui peuvent être acceptées par tout et par tout le monde. Et je pense que les déserts médicaux, on n'a pas traité correctement encore le problème, mais que c'est devant nous. Justement, on a une question à ce sujet. Tous les ans, ou presque, il y a des parlementaires, souvent d'opposition, qui suggèrent de régler les problèmes de la démographie médicale, c'est-à-dire en gros de mieux répartir les médecins sur le territoire. Clairement, en les contraignant pour aller dans une zone ou une autre, ou en les récompensant quand ils vont dans une zone. Encore tout récemment, un député socialiste a proposé ça. Ces propositions de loi ne sont jamais suivies, ne sont jamais reprises par le gouvernement. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous pouvez expliquer pourquoi? Oui, moi j'ai une petite idée quand même. D'ailleurs, ce député socialiste appartenait au gouvernement socialiste antérieur qui avait refusé à quelqu'un de l'opposition la même situation, la même proposition. Donc vous voyez que, bon, ça existe à tous les moments. Pourquoi des mesures incitatives et pas des mesures jusqu'à présent, Tout à fait. et pas de mesures coercitives? Parce que si on dit à un médecin, à partir du moment où vous ne vous installez pas dans ce lieu où il y a un déficit, on va vous pénaliser et vous ne serez pas conventionné. À votre avis, qui est pénalisé? C'est le médecin qui est pénalisé? Peut-être pas. Certainement pas. C'est la personne qui va aller le voir et qui ne sera pas remboursée. Donc, ce type de sanction pénalise au moins autant, si ce n'est pas plus, le médecin, la personne que le médecin. Il y a quelques années, on a réfléchi, on le disait et on ne l'a pas fait. Il fallait augmenter le numerus clausus. Ça fait des années qu'on en parle. C'est le numerus clausus. Pardon ? On va simplement définir le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre d'étudiants en médecine qui peuvent entrer à l'université chaque année. Qui peuvent rentrer pour faire leurs études, pour être donc médecins. Il y a eu une grosse pression des syndicats de médecins en particulier, des médecins en général, qui s'opposaient, qui continuent de s'opposer d'ailleurs à l'augmentation du numerus clausus. Notre président, pendant la campagne présidentielle, a dit qu'on reviendrait dessus. La ministre, aujourd'hui, n'est pas tout à fait convaincue, mais on va revenir dessus. Alors, évidemment, ça ne va pas régler le problème immédiatement. Les études de médecin, c'est 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais si on ne commence jamais, eh bien, on n'arrivera jamais. Au-delà de ça, il faut d'autres mesures, et en particulier, qui touchent l'hôpital. Et qui touche aussi non seulement la pertinence des soins, la qualité des soins, la permanence des soins, parce qu'on est bien dans ce problème aujourd'hui aussi,
Et heureusement qu'on a les urgences à l'hôpital la plupart du temps, parce que quand on est le 1er janvier, comme moi je l'ai vécu à Toulouse dernièrement, où il y avait une grève des médecins libéraux, le 1er janvier, les médecins libéraux qui accueillent les urgences avec le SAMU, heureusement que le SAMU était là pour intervenir. Donc, je veux dire que le problème est beaucoup plus global que ça ne paraît être. Et je dois dire que dans ce qu'on a voté dans la loi de financement de sécurité sociale qu'on a voté en décembre, il est prévu des expérimentations, des expériences qui vont être financées pour trouver en effet des modèles d'organisation nouveaux qui concilient à la fois le rôle de l'hôpital, le rôle de la médecine de ville, sans les cloisonner et sans faire en sorte qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on avantage les uns par rapport aux autres et que se créent donc des situations qui sont peu coopératives. Et ça, c'est un enjeu qu'on va traiter dans les 5 chantiers qui vont être ouverts cette année. Donc vous décrivez des pistes de réforme de la tarification à l'activité. On en a parlé dans le premier plateau, donc c'est un peu le cœur du problème. On va en parler avec donc Pierre-André Juven. Vous êtes donc docteur en sociologie. Vous avez consacré votre thèse au financement de l'hôpital avec ce livre, Une santé qui compte, voilà, qui explique très bien comment fonctionne la tarification à l'activité. J'ai une première question basique. Est-ce qu'il y a assez d'argent aujourd'hui pour l'hôpital public ? Alors, je vais faire une réponse qui ne va pas en être une et qui va me permettre de rebondir sur ce qui a été dit précédemment, puisqu'il a été question de repenser l'organisation interne à l'hôpital et l'organisation de l'hôpital sur son territoire et avec les autres acteurs de santé. Et cette question du manque de financement et de l'organisation, elle est précisément en jeu dès le moment où, aujourd'hui, sur la question de la crise de l'hôpital public, se joue en fait une lutte entre 2 formes d'interprétation des crises. D'un côté, une crise des organisations. C'est un argument qui est présenté depuis 10, 15, 20 ans par les gouvernements au pouvoir et qui consiste à dire que le problème de l'hôpital public n'est pas le manque de moyens, en tout cas pour fonctionner au quotidien, parce que les questions des investissements réguliers pour améliorer le parc hospitalier, celui-là est pris en compte, mais le fonctionnement quotidien de l'hôpital n'est pas un problème financier depuis 15-20 ans. Donc crise des organisations. Et de l'autre côté, on a des mouvements de défense de l'hôpital public, des partis politiques de gauche, ce que demandent également les professionnels de santé quand ils défilent dans la rue, une crise qui, elle, est de financement, pas une crise seulement d'organisation, mais une crise de financement, dans le sens où on peut réorganiser l'hôpital, on peut repenser sa place sur un territoire, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, augmenter la chirurgie ambulatoire, et je pense qu'on ne cesse de le faire. On en reparlera, on l'augmente depuis plusieurs années. On peut constituer des centrales d'achat pour acheter des médicaments. Enfin, on peut faire tout un tas de choses. Simplement, il y a un moment où, au quotidien, les personnels de santé considèrent qu'ils ne peuvent pas bien faire leur travail, ce qui a été évoqué sur le plateau précédent. Et donc, la théorie du problème d'organisation se heurte pour ces mouvements-là, à un manque de financement. Et donc, on entend souvent dans cette question du manque de financement le nom d'un coupable qui apparemment est idéal et que vous connaissez bien, qui est la T2A, c'est-à-dire la tarification à l'activité, puisqu'en gros, ça pousserait à la productivité. Alors peut-être pour expliquer ce débat, est-ce que vous sauriez nous expliquer simplement, s'il vous plaît, ce que ça veut dire et pourquoi cette tarification à l'activité pousserait à la productivité et poserait un gros problème de financement à moyen terme ? Alors, la tarification à l'activité, donc, comme son nom l'indique, c'est une tarification. Et donc, ça n'est pas une dotation budgétaire, mais une tarification à l'activité. L'hôpital Y va réaliser un certain nombre de séjours sur une année, et ces séjours vont être ramassés dans des grandes catégories standards. Et à chaque catégorie standard est attribué un tarif. Et donc, les recettes de l'hôpital, en grande partie, vont dépendre de sa production et du nombre de séjours qu'il va prendre en charge, multiplié par le prix de ces séjours. Et donc c'est là où on parle de tarification à l'activité. Là où précédemment, avant le début des années 2000, les hôpitaux recevaient une dotation budgétaire qui n'était pas forcément, qui n'était pas en lien avec leur activité. Donc voilà pour la définition de la T2A dans les termes les plus simples qu'on peut avoir.
Sur le coupable, effectivement, qu'elle constitue, 2 points qui sont importants. Premièrement, la T2A est désignée coupable des problèmes de financement parce que c'est un outil politique, c'est-à-dire que c'est un outil technique d'allocation des ressources, mais c'est aussi un outil politique qui permet aux régulateurs de contrôler les dépenses de santé et les dépenses hospitalières. C'est pour ça qu'il a aussi été pensé. Les tutelles, l'État et l'assurance maladie, avaient beaucoup de mal à endiguer l'augmentation des dépenses hospitalières dans les années 80 et 90. Et il a fallu mettre à distance, d'une certaine façon, les modalités d'allocation des ressources en créant ces tarifs qui sont difficilement contestables pour les directeurs et les directrices d'hôpital en situation et qui se négocient à un niveau national. Et par cet outil-là, il a donc été possible de contrôler à distance les dépenses hospitalières, notamment en diminuant un certain nombre de tarifs ou en tout cas en contrôlant le rythme de l'augmentation. Donc c'est pour ça, premièrement, que la T2A est accusée. Et deuxièmement, et c'est un point très important, la T2A, elle est accusée d'être coupable de la crise financière de l'hôpital public parce qu'il y a des acteurs qui ont réussi à faire de cet instrument de financement un problème public. Et des mouvements sociaux, encore une fois, les mouvements de défense de l'hôpital public, des partis politiques, comme la France Insoumise, des professionnels de santé, ont progressivement, depuis le milieu des années 2000, ciblé cet outil-là comme l'incarnation du paradigme, enfin de ce qu'on a appelé l'hôpital-entreprise. Et cette action qui a consisté à cibler cet outil-là pour dénoncer l'hôpital-entreprise et la productivité, aujourd'hui, et de façon très intelligente, c'est repris par la ministre de la Santé, qui annonce vouloir mettre fin au tout T2A, dans une stratégie qui est très intelligente, qui n'est pourtant pas France Insoumise, mais c'est un argument qui est très intelligent parce qu'il permet de désamorcer, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, de désamorcer une partie de la critique. La critique s'étant tellement cristallisée sur la T2A, renoncer au tout T2A permet de désamorcer une partie de la critique sans interroger la question du niveau des financements. Monique Iboire, oui. Vous êtes donc députée de La République En Marche. Oui. Est-ce que vous pouvez, donc vous nous avez expliqué qu'il y a une réforme de la T2A qui a été lancée. Alors c'est une réforme complexe, on parle de 2019-2020 pour sa mise en œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se prépare ? Bien sûr, ce qui se prépare, je peux toujours vous le dire. Je préférerais venir et vous dire voilà ce qu'on a réussi à faire. Mais je vais vous parler de ce qu'on nous prépare. D'abord, sur le financement de la santé en France, c'est quand même 200 milliards, on considère comme étant des dépenses de santé par an. Et sur ces 200 milliards, il y a 80 milliards qui est attribué à l'hôpital. C'est des chiffres qu'il faut rappeler quand même. Il faut que nos concitoyens, même si 200 milliards, pour certains, ça peut représenter quelque chose qui est difficilement, justement, qu'on peut difficilement se représenter. C'est un argument de la ministre d'ailleurs de dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans l'hôpital public, mais en termes par rapport à la richesse de la France, on est à 12 PIB. Oui, sur la santé, c'est tout à fait comparable à d'autres pays européens. Oui. Enfin, c'est pas non plus excessif. Tout à fait. D'autre part, la santé dans nos pays démocratiques, c'est quelque chose, c'est un droit pour tous, a priori. Et que donc, on sait très bien que ça coûte. Mais au-delà de ça, sur la T2A, elle a été surtout, elle a été impulsée il y a un certain nombre d'années, mais elle a été mise vraiment en place au moment où il a été décidé par le gouvernement d'alors que l'hôpital devait être géré comme une entreprise. C'était l'hôpital-entreprise. Et on a donné plein pouvoir à ce moment. Oh non, parce que moi j'étais dans l'opposition à ce moment-là. Mais il a été donné au directeur des pouvoirs qu'il n'avait pas jusque-là. C'est vrai qu'il y avait une situation assez conflictuelle entre les directeurs et les médecins, qui existe toujours plus ou moins, chacun voulant être maître chez lui. Et donc, on a donné beaucoup de pouvoir, peut-être un peu trop à mon avis, aux directeurs des établissements, puisque l'hôpital, c'est quand même le lieu d'abord où l'on soigne, même si le fait de soigner n'empêche pas qu'il faut aussi gérer. Et donc, il y a eu ce déséquilibre qui s'est produit à ce moment-là, avec un outil qui s'est appelé la T2A, en effet, tel que vous l'avez décrit. Aujourd'hui, la ministre, je répète, qui n'est pourtant pas France Insoumise, a bien dit, en effet, que ce système était à bout de souffle. Et je pense que tout le monde le reconnaît, même si il n'est pas la seule cause des difficultés de l'hôpital. Ça, c'est un outil. Et on ne peut pas dire qu'un outil a une responsabilité.
C'est ceux qui le gèrent, cet outil, en quelque sorte, qui sont responsables. Néanmoins, c'est en effet un système qui pousse la fuite en avant et qui pourtant, de toute façon, cette fuite en avant est régulée en amont et en particulier par l'Assemblée nationale quand on vote la loi de financement de sécurité sociale. Avec un pouvoir d'amendement de l'ONDAM qui est très limité pour les parlementaires. Alors, ça, on peut revenir sur le rôle des parlementaires, mais c'est voté quand même. L'ONDAM, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? L'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Donc c'est le chiffre que Madame la députée évoquait tout à l'heure, de 190-200 milliards accordés à la santé par an, et qui a été instauré donc, en 1996, à partir de la mandature Juppé, et qui consiste à dire que le niveau des dépenses de santé doit être contrôlé, maîtrisé. Et quand on regarde, je me permets simplement, parce que c'est très révélateur aussi de ce qui s'est passé ces dernières années, quand on regarde les évolutions historiques de l'ONDAM depuis 1996, on voit une augmentation de l'ONDAM entre 1996 et 2002, donc sous la mandature Jospin, passant de 1% à 7%. Et on voit depuis 2002, et 2002 constitue une date vraiment très importante en termes de politique de santé, parce que c'est le moment où l'ONDAM commence à décroître de façon quasi systématique, pour passer de 7 à 2%. Donc on voit ce tableau à l'écran en ce moment. Et donc ça veut dire que tous les ans, les députés, comme vous le disiez, les parlementaires, décident d'accorder moins d'argent au système de santé français? Moins d'argent, ou en tout cas d'une manière différente. Et chaque ministre, en effet, dépose son projet de loi et les députés peuvent l'amender. Rien n'empêche les députés de l'amender. Le problème, c'est qu'on est en effet dans un cadre qui fait qu'il faut maîtriser la dépense et que donc on est dans cette logique-là. Néanmoins, la ministre, il faut le reconnaître, même si vous pensez que c'est de l'adresse, moi je pense que c'est une prise de conscience. Mais qui peut être à droite quand même. Oui, non, mais on peut être ministre et à droite, ça n'empêche pas. Mais je veux dire par là que c'est une prise de conscience qui dit on ne peut plus aller au-delà. Donc ça ne veut pas dire que la T2A va être complètement supprimée. Ce n'est pas ce qui est dit et ce n'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, y compris par le président de la République pendant la campagne, c'est de dire la T2A ne peut pas excéder 50%. Donc, en effet, toutes les dépenses ne vont pas rentrer dans ce cadre-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut inventer, et c'est un peu, si vous voulez, injuste par rapport à ce gouvernement qui arrive et à qui on demande beaucoup de faire des réformes très importantes, surtout quand ça ne concerne pas celui qui doit la supporter, mais de faire des réformes très importantes qu'on doit faire rapidement et qui donc, il faut inventer un nouveau modèle. Ce modèle, ça ne peut pas être celui qui préexistait avant la T2A. Ça doit être un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, il faut l'inventer. C'est-à-dire parcours de soins, sont évoqués des parcours de soins. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une idée? Mais ça veut dire que le modèle de l'hôpital doit tenir compte en effet de cette modification de la T2A. Mais au-delà de ça, il faut aussi voir le problème de l'organisation. Il faut voir aussi le problème de la fonction publique hospitalière. Il faut voir aussi les conditions de travail. Il faut voir le statut des personnels. Je veux dire que la T2A, on en parle beaucoup parce que, comme vous le dites, évidemment, aujourd'hui, tout le monde la dénonce, mais il n'empêche que la réforme doit être beaucoup plus profonde que celle-là. Et au niveau des 50% restants qui ne seront pas pris dans le cadre de la T2A, eh bien, il y a un chantier qui vient d'ouvrir, là, qui doit associer des experts, mais qui doit associer aussi les professionnels, et si possible, en tout cas, moi je le souhaiterais, les usagers, de manière à voir comment on remplace ce financement supplémentaire qui correspond finalement à la compétence de l'hôpital, qui est celle de la prévention, qui est finalement un peu sacrifiée par rapport aux soins aujourd'hui, par la recherche, par la formation. Donc vous voyez que là, on est dans le début d'un processus. On aurait pu, comme d'autres peuvent le faire, dire, eh bien voilà, on fait un projet de loi et voilà ce qu'on vous propose. Et ce projet de loi va être discuté au Parlement ou par ordonnance, pourquoi pas, et puis on va vous l'imposer. Ce n'est pas le choix qui a été fait pour la réforme, et heureusement, je pense, pour la réforme de l'hôpital, pour la réforme des soins, parce qu'encore une fois, ce n'est pas que l'hôpital qui est concerné, c'est beaucoup plus large que ça. Eh bien, on a ouvert des chantiers où on va essayer d'imaginer
dans l'intérêt de ceux qui viennent à l'hôpital et non pas dans l'intérêt des catégories qui sont représentées à l'hôpital, ce qui n'est pas la même chose, de manière à avoir quelque chose qui soit beaucoup plus performant sans pour autant qu'on soit obligé d'éjecter beaucoup plus d'argent qu'on en éjecte aujourd'hui. Alors, je voudrais bien revenir effectivement sur cette question de financement et peut-être en parlant effectivement au-delà de l'hôpital public lui-même, on peut parler des EHPAD, ces établissements qui accueillent les personnes âgées dépendantes, alors que vous connaissez bien, peut-être que Pierre-André Juven pourrait nous parler aussi un peu du financement. Enfin, il y a quand même la question, vous êtes l'auteur, la co-auteur d'un rapport sur cette question qui est finalement assez sévère, et notamment sur la question de l'argent, qui dit, en gros, pour résumer les choses, on peut mettre autant de réformes d'organisation qu'on veut et on peut avoir des personnels aussi bien formés et aussi dévoués qu'on veut. Il manque de l'argent pour prendre en charge les personnes âgées dépendantes. Donc ma question, c'est un peu, voilà, est-ce que si pour les EHPAD, il manque de l'argent, avez-vous écrit, et je pense que vous êtes d'accord avec ces conclusions et vous avez fait un travail dessus. Non, il y a une question d'argent. Alors, est-ce que ça ne peut pas se poser quand même pour le système de santé globalement? Parce que finalement, il ne manque pas d'argent. L'argent public, honnêtement, alors, il en manque peut-être ça ou là, mais il y en a beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Le problème que nous avons en France, c'est que cet argent public est distribué à des structures ou même à des collectivités. Pour les EHPAD, c'est le cas. Les conseils départementaux financent les EHPAD, même si peu de monde le savent. Beaucoup pensent que finalement, c'est l'État qui finance, alors qu'il y a 3 financeurs dans les EHPAD. Il y a l'État pour le forfait soins, les conseils départementaux pour le forfait dépendance, comme si les deux choses n'étaient pas liées, et puis il y a le forfait hébergement qui est financé par les personnes qui sont hébergées. Donc, et quand je dis ça, c'est très simple, pour résumer. Oui. La tarification, le mode de financement des EHPAD, c'est très compliqué. C'est un système... Mais vous savez, beaucoup de nos politiques publiques sont très compliquées, honnêtement. Et donc, il y a une dispersion des acteurs, une dispersion des financements publics qui fait que, comme ça ne fonctionne pas bien, parce qu'il faut bien avouer, plus c'est compliqué, moins ça fonctionne. Plus c'est centralisé et moins bien ça fonctionne. Et donc, si vous voulez, à partir d'un certain moment, on voit que ça ne fonctionne pas bien et on a tendance à dire c'est un manque de moyens. Mais il faut aller plus loin que ça pour les EHPAD. Juste un mot sur la réforme de la tarification qui a été faite en application de la loi sur le vieillissement qui a été votée en 2015. Le décret d'application sur cette loi de la tarification a été publié, puisque les décrets ne sont pas votés, a été publié en 2017. Cette réforme de la tarification, quand elle a été mise en place, elle n'a fait l'objet d'aucune évaluation. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, alors que cette réforme devait arriver à plus d'égalité entre les personnes qui étaient hébergées, en référence à leur taux de dépendance, eh bien, on est arrivé au fait que les inégalités sont bien plus importantes déjà d'établissement à établissement et d'autre part de département à département. Ça veut dire qu'une réforme, lorsqu'il n'y a pas d'étude d'impact et lorsqu'elle n'est basée que sur un problème de financement, c'est une réforme qui a peu de chances d'aboutir. Alors, Pierre-André Juven, est-ce que vous êtes convaincu par ces Je voulais réagir à l'expression on a un système politique et des politiques publiques qui sont très compliqués. Et c'est intéressant comme constat parce que ça implique derrière en creux l'idée qu'il faut simplifier tout ce système. Et ça renvoie à des slogans qu'on connaît bien maintenant, le choc de simplification. Enfin, c'est le problème, et c'est là où l'hôpital pose question, c'est que l'hôpital est une organisation qui, de fait, est composée de services très différents, avec des spécialités très différentes, avec des missions, vous l'avez dit, très différentes également. Et donc, nécessairement, la façon dont on va organiser, dont on va financer toutes ces activités suppose de faire attention aux singularités médicales et aux modes d'organisation. Et au fond, c'est quelque chose qui est assez démontré. C'est le propre des bureaucraties et des bureaucraties contemporaines, d'autant plus de faire compliqué, mais pour s'adapter aux complexités du terrain aussi.
Donc ce n'est pas forcément non plus un mal. Je ne suis pas sûre. La technocratie, ce n'est pas tout à fait pour s'adapter au terrain. C'est peut-être l'inverse. On peut reprendre l'exemple de l'hôpital et de la tarification à l'activité. Dans ce cas-là, la tarification à l'activité, elle est partie sur des groupes standards de séjour assez réduits. Ils étaient 300, 400, 500 au début. Et finalement, on est arrivé à 2400 groupes de séjour, précisément parce que la simplification du début ne collait absolument pas à la complexité des organisations hospitalières. Et il a bien fallu, à un moment, s'adapter à cette complexité. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît être important à noter. Le deuxième point concerne la proposition qui est de revenir à un 50% de tarification. Autrement dit, de dire, pour l'hôpital, on finance une partie de l'hôpital sur le mode de la tarification que j'évoquais tout à l'heure, et une autre partie de son financement, de ses recettes, sera dépendant d'un autre mode de fixation, d'allocation des ressources. C'est intéressant parce que c'est ce qui était prévu en fait avant la T2A. La T2A, à l'origine, avant 2007 et la décision de Nicolas Sarkozy de basculer sur ce qu'on a appelé le tout T2A, c'était précisément un financement mixte, à la fois budgétaire et tarifaire. On tarifait des activités standards, chirurgicales, où la variation des cas et des patients est assez peu forte, et où donc on ne risque pas de mettre les hôpitaux en difficulté. Et on conserve quand même une part budgétaire pour permettre aux directions d'établissement d'avoir un petit peu de marge, d'avoir de la souplesse dans leur organisation, et également pour permettre aux professionnels de santé de ne pas se sentir toujours sous le joug de la productivité qui était évoquée. Donc ce financement mixte, au fond, il remonte à 2005 déjà. Et c'est intéressant que vous le mentionniez pour les réformes à venir, même si vous ne voulez pas remettre un mécanisme budgétaire. Il y a une différence, excusez-moi, il y a une différence majeure. Oui. C'est que ce n'est pas du tout ce système qu'on remet en place. Justement, il y a ce système, le complément, c'est à inventer, c'est à créer. Et il ne s'agit pas du tout de revenir à ce qu'était, c'est-à-dire quelque chose de globalisé, qui finalement, on vous donne une enveloppe, vous voyez ce que vous pouvez en faire. Ce n'est pas ça. C'est pas ça, c'est bien fléché. On n'a pas fait encore. On va le faire, mais on ne l'a pas fait. C'est fléché et dans l'intérêt des personnes, pas dans l'intérêt des catégories, pas l'intérêt catégorial. Est-ce que je peux me permettre une question ? Quel est, parce que ça m'intéresse, ça fait partie de mes objets d'étude, quel est le problème des enveloppes budgétaires ? Pourquoi est-ce que c'est un mode d'allocation des ressources qui vous paraît complètement inadéquat ? Parce que ça me paraît pas suffisamment fléché, pas suffisamment clair, pas suffisamment, y compris clair pour les usagers eux-mêmes. Sur une enveloppe, on vous donne une enveloppe et puis vous voyez ce que vous pouvez en faire. Non, il faut quand même qu'au niveau du législateur, au moins au niveau du gouvernement, on puisse dire, même si ça paraît un peu dirigiste, on puisse dire, voilà, cette enveloppe, sans détailler évidemment, mais finalement, à quoi elle peut servir ? À quoi finalement, les personnes, les gens, les usagers qui vont à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre au-delà de ce qu'ils peuvent attendre des soins ? Et c'est ça le problème. Pour faire le lien entre les deux plateaux, est-ce que les professionnels de santé aujourd'hui n'ont pas besoin de confiance et aussi qu'on leur donne une enveloppe de soins pour un patient diabétique et qu'on leur dise on vous fait confiance pour bien le prendre en charge avec cette enveloppe de soins ? Est-ce que la question, au final, c'est peut-être pas celle de la confiance ? Est-ce que ce sont les personnels de soins qui en bénéficieraient ? Est-ce que vous êtes sûr de ça ? Si on donnait une enveloppe, à la direction de l'hôpital, parce que il faut la donner à la direction de l'hôpital, via la RS d'ailleurs. Ce n'est pas le ministère qui intervient directement, il y a l'intermédiaire de l'Agence régionale de santé. Et oui, quand même. Est-ce que vous êtes sûr que finalement, cette enveloppe serait dédiée à l'amélioration des conditions de travail, par exemple ? Bonne question. Pierre-André Juven, pour la dernière intervention de la soirée. Et ça va rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est très important, cette question de la confiance et cette question, effectivement, du refus de l'enveloppe budgétaire comme outil d'allocation. Et historiquement, c'est très important, parce que là, en fait, on remonte aux années 80 et on en revient, en fait, à 2018. Donc, finalement, le nouveau monde est toujours un peu ancien. On a en fait une idée. Moi, je dis exactement le contraire. Là. Alors, vous voulez bien entendre ce que vous voulez, mais l'ancien monde est toujours un peu nouveau. Mais c'est cette idée. On va vous prouver qu'il y a un nouveau monde. Attendez, vous allez voir. C'est cette idée, si vous voulez, que les hôpitaux sont, et encore une fois, ça date, des organisations professionnelles, des bureaucraties professionnelles qui seraient gérées
par les médecins dans l'intérêt des médecins. Et l'objectif du régulateur, depuis 30-40 ans, de l'État principalement, est de pénétrer ces organisations pour réussir à gouverner ces professions difficilement gouvernables que seraient les médecins. Au même titre qu'on retrouve... Excusez-moi, aujourd'hui, ce n'est pas les médecins qui gouvernent à l'hôpital. Non, aujourd'hui, non, bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas les médecins, réellement, quoi. Non, et ce n'est pas tout à fait normal non plus. C'est pas ce que j'étais en train de dire. J'étais en train d'expliquer que la structuration progressive des systèmes d'information et de la tarification, c'est faite pour lutter contre ça. Mais c'est assez récent que des managers et des cadres administratifs aient pris les directions des commandes hospitalières. Pendant très longtemps, les hôpitaux étaient des bureaucraties professionnelles. Et c'est cette idée qu'en gros, l'État, l'assurance maladie, et à travers des directions d'hôpitaux, formées à l'école des hautes études en santé publique, qui sont ces intermédiaires managériaux entre l'État et les médecins, contrôlent, ou en tout cas incitent, l'activité médicale à se faire d'une certaine façon. Et la tarification à l'activité, pour rebondir là-dessus, elle avait aussi vocation à ça, c'est-à-dire à créer des incitations économiques pour orienter les soins d'une certaine façon ou d'une autre. Et en fait, le refus du principe budgétaire, le refus de l'enveloppe comme moyen d'allocation, renvoie toujours à cette idée effectivement de défiance qui est, si on donne des moyens à des catégories ou à des professions, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont en faire. C'est toujours l'idée qu'il y a un peu... Honnêtement, je pense que le dernier mot, parce qu'on a passé le temps. Allez-y. Mais je vais dire quand même, l'objectif, je vous promets, l'objectif, c'est pas celui-là. L'objectif, c'est de voir, finalement, quelle est la mission de l'hôpital. Quelle est la mission de l'hôpital ? Est-ce qu'on reste sur des catégoriels ? Et Dieu sait si le problème, juste fini, le problème de la santé est catégoriel. Pardon. Est-ce qu'on reste là-dessus ou est-ce qu'on se projette et on se met à la place de celui ou de celle qui vient à l'hôpital pour voir un peu quelles sont ses attentes au-delà de la qualité du soin, évidemment. C'est ça qu'on veut savoir, c'est ça qu'on veut diriger, c'est ça qu'on veut orienter et c'est à partir de là. Ça reste à inventer, encore une fois. C'est à partir de là qu'on dira, ben oui, voilà votre enveloppe, mais voilà ce que vous pouvez en faire.